Je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui et je suis très heureuse de voir que vous êtes venus nombreuses et nombreuses pour cette conférence. Cette conférence dans laquelle je vais essayer d'aborder toutes les réponses à vos questions. Bien sûr, je n'arriverai pas à toutes les aborder, mais je vais un petit peu essayer aujourd'hui ici de faire le tour de la plupart des questions que l'on se pose ou qu'on nous pose quand on devient végane ou du moins végétarien ou végétarienne. Et d'ailleurs, j'aimerais d'abord peut-être un petit peu savoir combien il y a de personnes ici qui ne mangent plus d'animaux. C'est pas mal. Combien il y a de personnes véganes? Ah, il y en a moins quand même. Ok, super. C'est pas mal. J'imagine, donc si vous êtes nombreux et nombreuses comme ça à avoir arrêté de manger de la viande, du poisson et peut-être également donc, des produits d'origine animale, qu'il y a beaucoup de questions que vous vous êtes posées, peut-être beaucoup de questions que vous êtes encore en train de vous poser à l'heure actuelle et beaucoup de questions également que votre entourage vous pose de manière constante. Pour ma part, quand je suis devenue végane et que je l'ai annoncé à ma famille, j'ai eu des réactions assez intéressantes, on va dire. Et par exemple, la première question que m'a posée ma mère, c'était « Mais toi qui aimes tant les sushis, comment est-ce que tu vas faire ?» Mon père, lui, était plutôt dans un ordre d'idée que c'est pas naturel d'être végane. Pour être en bonne santé, il faut manger des produits animaux, donc je dénonce cela complètement. Mon frère était en mode carence, compléments alimentaires. Et mon autre frère, lui, c'était plutôt, mais est-ce que les plantes, elles, ne souffrent pas, elles aussi? Donc j'ai eu un peu toutes ces questions et d'ailleurs je me demandais quelles ont été un petit peu vous les questions qu'on vous pose le plus, les objections qu'on vous pose le plus. Est-ce qu'il y en a auxquelles vous pensez particulièrement à l'heure actuelle? Protéines, le goût de la viande, est-ce que ça manque la viande? Les carences, les fameuses carences. Ouais, le cri de la carotte, ça. Est-ce que d'autres questions un petit peu aussi sur vos choix, particulièrement? Est-ce que... Oui? Qu'est-ce que tu manges? À part des crèmes. Donc des questions assez pratiques finalement, enfin même des questions un peu éthiques aussi. Moi je vais essayer justement d'aborder plusieurs types de questions, à la fois des questions d'ordre éthique sur le pourquoi du véganisme, mais également ici des questions d'ordre pratique. Donc avant ça, je vais faire rapidement un petit rappel. Donc, on va définir ce que c'est que le véganisme. Je me recule un peu parce que l'écran est grand. Donc le véganisme, c'est plusieurs choses à la fois. C'est à la fois un mode de vie, c'est un engagement éthique et philosophique, et c'est également un mouvement social et politique dont le but, c'est de mettre fin à l'exploitation animale et, parce que c'est très important de ne pas oublier ce pan-là, de promouvoir des alternatives à celle-ci pour le bénéfice des êtres humains, des animaux et de l'environnement. Donc concrètement, un ou une végane boycotte autant que faire se peut, parce que l'idée ici c'est de faire de son mieux. D'abord les produits d'origine animale dans son assiette, donc la chair animale, la viande, les poissons, les crustacés, les produits laitiers, les œufs et le miel. Il ou elle boycotte également les produits d'origine animale dans les autres domaines de la vie quotidienne, donc par exemple les vêtements en cuir, les vêtements en laine ou la fourrure. Les cosmétiques qui contiennent de la cire d'abeille, qui contiennent de la graisse animale, etc. Je liste tout ça dans mon livre en détail si vous vous posez d'autres questions. Et enfin, il ou elle boycotte toute pratique basée sur l'exploitation et la cruauté envers les animaux, à savoir, par exemple, les cirques, les zoos, les corridas, les tests sur animaux, etc., etc. Alors, un autre concept très important, et après on va passer directement à la séance des questions, c'est le concept de spécisme et son pendant, le concept d'antispécisme. Donc le spécisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'assigner des valeurs ou des droits particuliers à des êtres sur la seule base de leur appartenance à une espèce. Donc par exemple, c'est quand on va juger que la vie d'un chien a plus d'importance que la vie d'un cochon et qu'on va se permettre de chouchouter, de caresser son chien, de faire comme s'il s'agissait vraiment d'un membre à part entière de la famille, mais qu'à côté de ça, on peut manger du jambon et du bacon sans avoir le moindre problème, je dirais, de conscience morale. Et alors ce terme, ça désigne aussi, on voit très bien ici, juste sur cette petite illustration,
Quelqu'un qui rentre dans une boucherie face à de la viande de chien, il s'horrifie, tandis que s'il s'agit de viande de bœuf, ça ne pose vraiment aucun problème. Et d'ailleurs, il y a souvent des petites expériences qui sont menées par les mouvements véganes ou animalistes. Et je pense à une expérience qui avait été menée assez récemment, je ne sais plus dans quel pays, mais on donnait à boire en fait un lait à des personnes dans la rue en disant que c'était du lait végétal. Enfin, sans préciser de quel type de lait il s'agissait, ils le goûtaient, puis ensuite on disait c'est du lait de chien. Et là, tout le monde s'horrifiait, recrachait, était horrifié. Bah, pourquoi pas, hein. Pourquoi du lait de vache et pas du lait de chien? Donc voilà pour le spécisme. Et pour aller un peu au-delà de ça, le spécisme, c'est aussi du coup le traitement discriminatoire qui en résulte. Quand on va exploiter, maltraiter, tuer un cochon, mais que dans nos sociétés occidentales, on ne ferait jamais la même chose à un chien. Face à cela, il y a l'antispécisme, qui est un concept important véritablement en éthique animale, qui pose l'idée que l'espèce n'est pas un critère de considération morale pertinent. Donc, par exemple, j'estime qu'on ne doit pas maltraiter une personne, que cette personne soit humaine ou animale, sous prétexte qu'elle appartient ou qu'elle n'appartient pas à telle ou telle espèce. Donc, tandis que l'antispécisme ne voit pas de mal dans l'exploitation et la souffrance de certains animaux, le spécisme ne voit pas de mal dans l'exploitation et la souffrance de certains animaux, et sous prétexte de leur prétendue infériorité, l'antispécisme, à l'inverse, va condamner cette position en argumentant que si les victimes étaient humaines, alors on crierait au crime. Et une petite précision ici, il y a deux termes un petit peu qui se recoupent. Le spécisme, c'est pas seulement donc discriminer les animaux entre eux, mais c'est aussi discriminer les animaux humains des animaux non humains. Donc ici, une forme d'anthropocentrisme. Donc par exemple, c'est quand on va placer l'espèce humaine devant toutes les autres espèces. Donc voilà, l'idée ici, c'est que l'antispécisme, ça demande au contraire l'égalité de considération des intérêts des êtres vivants, quelle que soit finalement leur espèce. Alors, première grande série de questions, un peu d'ordre davantage ici éthique, pourquoi ne pas manger d'animaux? Première question qu'on pose très très souvent, c'est mais les animaux se mangent entre eux, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas en manger? Et ici, c'est l'idée que manger les animaux, ça ne devrait pas poser de problème moral particulier, puisque les lions mangent bien des gazelles, on cite toujours les lions et les gazelles, c'est dans l'ordre de la nature, n'est-ce pas? Et ici, on peut répondre plusieurs choses à cela. D'une part, il y a énormément de choses que les animaux font dans la nature qu'on ne ferait pas le moins du monde, ou en tout cas on n'utiliserait pas du tout ces comparaisons. Par exemple, il faut savoir que les lions mâles, quand ils prennent le contrôle d'une horde adverse, ils vont tuer tous les petits lionceaux des autres lions. Les lapins mangent leurs propres crottes, les mamans-chats mangent les crottes de leurs petits chatons, etc., etc. Et étrangement, il y a soudain beaucoup moins de gens ici pour fonder des règles morales sur ces pratiques-ci. On n'en tire pas une légitimité à adopter des comportements similaires dans notre société. Pourquoi? Parce que tout simplement, le comportement des animaux ne doit pas être pris pour une justification morale de nos propres actes. Je pense ici à ce petit dessin qui souligne un peu la différence entre les humains et les lions. Voilà, c'est qui est? C'est mon ami Lion Man, un humain comme un lion. Regarde-le dévorer ce zèbre à main nue. Voilà, c'est Vegan Sidekick, je ne sais pas si vous connaissez. Et d'autre part, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les animaux qui mangent d'autres animaux le font pour survivre. Ils n'ont pas le choix. Et à l'inverse, nous avons le privilège de faire ce choix. Nous avons le privilège de pouvoir réfléchir à nos actions et d'avoir une alimentation entièrement végétale, une alimentation qui ne fait pas souffrir d'être sensible et qui nous garantit bien sûr également une bonne santé. Je vais revenir un petit peu là-dessus après. Donc le lion, lui, n'est pas moralement condamnable quand il tue une gazelle parce qu'il n'a pas ce choix, alors que nous, en revanche, nous le sommes lorsque nous mangeons des animaux. Et au-delà de ça, je dirais qu'il faut se méfier, en règle générale, de tout argument basé sur
l'idée de nature. Parce que la nature, elle s'en fiche de la morale. La nature, elle est par essence amorale. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas immorale, elle est amorale. Il n'y a pas de question de morale dans la nature. Et utiliser la notion de nature justement pour justifier un ordre moral, c'est assez limité et c'est assez risqué également. On va retrouver tout ce type d'argumentation, par exemple, dans tous les systèmes racistes, suprémacistes, sexistes, etc., pour dire naturellement les femmes sont inférieures aux hommes, naturellement les noirs sont inférieurs aux blancs, etc., etc. Donc, on retrouve vraiment systématiquement ce type de justification dans des ordres sociaux inégalitaires. Deuxième autre question qu'on pose très souvent, c'est est-ce qu'il n'est pas au fond normal finalement de manger les animaux? Puisque tout le monde le fait, alors ça ne devrait pas poser de problème. Et là, j'ai souvent envie de répondre, si tout le monde se jetait par la fenêtre, est-ce que toi aussi tu le ferais? C'est normal après tout. Enfin, ce que ça traduit, cette question, c'est la question de la norme. Qu'est-ce qu'une norme au fond? Une norme, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est une construction sociale et culturelle. Autrement dit, c'est un ensemble de règles de conduite qui ont été créées, entretenues et qui sont imposées à une population. Et la plupart des gens qui mangent de la viande, en fait, ne se rendent pas compte que cette pratique repose sur des normes particulières, puisque ces normes, on va les prendre pour acquises. On considère qu'il est normal parce que tout le monde fait ainsi et qu'on l'en a toujours fait ainsi. Et pourtant, il n'y a aucune justification morale à une norme culturelle et sociale. Il s'agit entièrement de construction arbitraire. Et on retrouve vraiment d'ailleurs cette idée de... On voit vraiment tout l'arbitraire de cette construction quand par exemple on se pose la question mais pourquoi est-ce qu'on mange les chiens pourquoi est-ce qu'on mange les cochons en Occident mais on ne mange pas les chiens? Et on voit que les normes qui traitent vraiment à la consommation d'animaux ou de produits d'origine animale varient énormément selon les pays, selon les cultures et les coutumes. Par exemple en Europe, on va manger des vaches, des cochons et des moutons, mais on ne va pas manger de chiens ou de chats. On va même considérer cela comme extrêmement choquant. En Inde, à l'inverse, la vache est un animal sacré qu'on ne mange pas. La viande de cochon est interdite dans l'islam et dans plusieurs religions. Et en revanche, plusieurs pays d'Asie ne voient pas de problème à manger des chats ou des chiens. Et ce qui est important ici, ce qu'il faut souligner, c'est que rien ne justifie ce traitement différent des animaux. Il s'agit simplement de normes sociales, de normes culturelles et historiques qui sont différentes. Par exemple, pendant très longtemps, on a considéré que l'esclavage était quelque chose de tout à fait normal dans bon nombre de régions du monde. Et il a fallu vraiment plusieurs siècles pour que notre regard change là-dessus et qu'on se rende compte qu'il ne s'agissait que, là encore, d'une norme. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est pas parce qu'un certain groupe de gens, une majorité de gens, fait quelque chose que cette pratique est bonne. Donc l'argument majoritaire, l'argument du « je fais comme ça parce que tout le monde fait comme ça », c'est pas un argument, c'est un argument qui est fallacieux. Troisième grande série de questions, on l'a soulevée tout à l'heure, c'est le cri de la carotte. À savoir, est-ce que les carottes ne souffrent pas elles aussi quand on les mange? Vous ne voyez pas grand-chose au titre, n'est-ce pas? Donc, bon. L'objection de la carotte, c'est très célèbre dans le mouvement vegan, et là aussi j'ai toujours envie de répondre que si la personne ne voit pas la différence entre un chien et une courgette ou une carotte, il faut peut-être changer de lunettes. Mais au-delà de ça, ça traduit une préoccupation réelle, une véritable interrogation, surtout depuis l'essor finalement des découvertes sur ce qu'on appelle entre guillemets le langage, le comportement ou l'intelligence des plantes. Donc je parle de guillemets, je vais vous expliquer un peu après pourquoi. Mais on en vient même en fait à parler d'éthique végétale comme on parle par ailleurs d'éthique animale. Alors il faut faire d'emblée attention à deux choses ici. D'une part, attention à l'abus de langage. L'envoi de messages chimiques, par exemple, n'est pas équivalent à un langage. Par exemple, nos propres organes communiquent entre eux par des messages chimiques et pourtant, chacun pris indépendamment n'est pas sensible ou intelligent. Et d'autre part, ici aussi la question de l'intelligence est particulièrement importante parce que ce n'est pas parce qu'une plante serait entre guillemets intelligente qu'elle serait sensible. Par exemple, on parle d'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut pour autant en donner des droits aux ordinateurs? Sur le plan moral,
Ce qui compte en éthique, c'est la sensibilité, c'est-à-dire la capacité à ressentir la douleur, le plaisir ou encore différentes émotions. Or, tout simplement, il n'a jamais été prouvé qu'une plante puisse ressentir la douleur. Et je vais revenir un peu ici sur une notion assez importante qui est la notion de sensibilité ou la notion qu'on appelle également la notion de sentience selon un anglicisme qui veut dire à peu près la même chose. Alors pourquoi est-ce que c'est important cette notion? Parce que il faut un peu, si on recule un petit peu dans le temps, au fil des siècles, l'être humain a toujours cherché à se distinguer des animaux. Donc il y a plusieurs critères qui ont été mis en avant, parmi lesquels le langage, la culture ou encore la conscience, que les animaux apparemment ne posséderaient pas. Alors bien sûr, nos avancées scientifiques ont permis de montrer que non, les animaux ont chacun leur langage, que les animaux ont également une conscience. Ah. On va y arriver. Que les animaux ont une conscience, ça a été reconnu d'ailleurs par de nombreux scientifiques à l'université de Cambridge en 2012, si ma mémoire est exacte, et on peut également parler de cultures animales qui sont transmises de génération en génération. Et pourtant, au fil des siècles, ce qui s'est passé, c'est qu'on a gardé ces critères et on les a considérés comme essentiels, comme fondamentaux véritablement pour asseoir cette idée d'un fossé naturel entre les êtres humains et les animaux. Et au fil des siècles, il y a plusieurs voix qui se sont élevées pour contester justement la validité de ces critères, ces qualités intellectuelles, comme des critères pertinents de considération morale. Par exemple, il y a des philosophes comme Rousseau ou Bentham, on va y arriver, qui ont posé que ce qui comptait, ce n'était pas de savoir si les animaux finalement pensaient, parlaient ou même lisaient des livres pour être jugés, pour ne pas être maltraités, mais ce qui comptait, c'était de savoir s'ils souffraient. C'est donc la sensibilité des animaux qu'on appelle également donc aussi sentience, qui doit être prise en compte pour justifier notre comportement à leur égard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait juste aller appuyer sur ce petit bouton sur l'ordinateur? Comme ça, on aurait le grand écran. Presque. Donc la sensibilité, c'est... Non, c'est qu'en fait, la souris était en bas. Ok. Il faut la mettre sur Je reviens en arrière, moi. Oui. C'est bon, super. Bon. Donc la sensibilité, c'est la capacité de ressentir les choses subjectivement, c'est-à-dire d'avoir des sentiments, des émotions et des expériences vécues, mais également, comme je vous l'ai dit, donc, cette expérience de la douleur. Or, à l'heure actuelle, donc, la souffrance, c'est vraiment ce qui va être le critère à l'heure actuelle en éthique animale, pour considérer qu'on ne doit pas maltraiter ni tuer les animaux. Et à l'heure actuelle, la plupart des études scientifiques, enfin l'immense majorité des études scientifiques convergent pour montrer que les animaux peuvent éprouver la douleur et donc que c'est un critère qui est suffisant et nécessaire pour ne pas les maltraiter. Alors, pour revenir un petit peu aux plantes, comment est-ce qu'on mesure en fait cette sensibilité? Comment est-ce qu'on mesure la capacité de ressentir la douleur? J'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est vraiment un point qui revient très très souvent et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne mangent plus de produits animaux qui se posent eux-mêmes cette question, mais pourquoi est-ce que j'épargnerais pas les plantes? La douleur, en fait, la capacité à ressentir la douleur, on la mesure de plusieurs manières. On la mesure tout simplement d'abord par le langage, à savoir, on peut exprimer entre êtres humains, par exemple, nous pouvons exprimer notre douleur en disant j'ai mal, les animaux vont crier, le chat va miauler si vous lui marchez sur la queue, le chien aboyer, ne le faites pas. D'autre part, par le comportement. Par exemple, un animal qui, dans une situation de douleur, va avoir tendance à aller se réfugier, se cacher. Enfin, il y a vraiment des signaux manifestes dans le comportement qui vont montrer qu'il y a un problème. Et enfin, dans un terme plus scientifique, on mesure la douleur par les nocicepteurs. Donc les nocicepteurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des neurones qui sont responsables de la douleur. Et les animaux en sont pourvus.
Et donc, on peut donc raisonnablement penser à partir de là qu'ils peuvent ressentir la douleur. Or, les plantes n'ont pas de nocicepteurs, elles n'ont même pas de système nerveux. Et quand bien même, un petit argument un peu fallacieux mais qui fonctionne, quand bien même les plantes souffriraient, il faut savoir qu'il faut en moyenne 7 kg de végétaux pour 7 calories de végétaux pour produire 1 calorie animale. Donc si vous mangez directement les plantes, tout simplement vous faites souffrir beaucoup moins de plantes, entre guillemets, que si vous mangiez les animaux qui mangent ces plantes. Bref. Alors, deuxième grande catégorie de questions, finalement, pourquoi vegan et pas seulement, par exemple, végétarien ou végétarienne, ou pas seulement flexitarien ou flexitarienne. Donc je vais venir ici un peu sur des questions pratiques. Donc qu'est-ce qui distingue le véganisme du végétarisme? C'est on ne va pas se contenter de boycotter la viande ou les poissons, mais on va également boycotter les produits laitiers, les œufs et le miel. Je ne vais pas aborder le miel ici parce que c'est un petit peu long, mais on pourra l'aborder ensuite dans les questions. Donc pourquoi pas le lait? Alors très souvent quand on pense aux produits laitiers, et c'est ce que je pensais moi-même, on ne voit pas le lien direct avec, on ne voit pas en fait le problème. Avant de devenir végane, quand j'ai commencé un petit peu, j'avais déjà arrêté de manger de la viande et je traînais un peu sur des blogs véganes et je ne comprenais pas pourquoi le véganisme, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne consommaient pas de lait. Et je disais à mon partenaire, mais c'est un peu extrême quand même, pourquoi est-ce qu'ils ne boivent pas de lait? On ne tue pas la vache quand on prend son lait. Et sa réponse, c'est un peu ce qui a démarré tout mon véganisme, je dirais. Il m'a dit, mais tu crois par exemple qu'on fait quoi aux petits veaux mâles qui ne donnent pas de lait? Et là, j'ai commencé à réfléchir, je suis allée me documenter, j'ai vu qu'effectivement, la situation des petits veaux mâles, ça marche encore, n'est pas tendre. Donc, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, en pratique, ce qu'il faut se demander, c'est bien sûr, en théorie, a priori, ce ne serait pas une pratique qui pose problème, mais qu'en pratique, au contraire, la production de lait est peut-être cause peut-être même davantage de souffrance que la production de viande, parce que dans les deux cas, le résultat est le même, la mise à mort en bout de course, sauf que chez les vaches laitières, c'est après 5 années d'exploitation continue et de souffrance continue. Donc les vaches, à la base, il faut savoir que pour produire du lait, il faut qu'elles soient inséminées artificiellement tous les 2 ans. Dans la nature, une vache ne produit environ que 4 litres de lait par jour, donc c'est ce qu'il faut pour nourrir son veau jusqu'au sevrage, donc à peu près à l'âge de 7 ou 8 mois. Et aujourd'hui, en raison des sélections génétiques, en raison aussi d'une nourriture enrichie, les vaches produisent en moyenne 23 litres de lait par jour. Certaines races, comme les Holstein, vont jusqu'à 30 litres, et lors de pics de lactation, on est à 60 litres. Donc, là, le résultat, c'est que ces vaches sont complètement surexploitées. Elles développent des mastites, donc une infection des pies, parce que leurs mamelles sont beaucoup trop gorgées de lait. Elles développent également des troubles métaboliques, elles vont avoir du mal à marcher, surtout en plus que la plupart du temps, elles sont dans des bâtiments où elles n'ont pas du tout accès à l'extérieur, elles n'ont pas accès à la lumière et à l'air. Et après avoir eu environ 2-3 petits et avoir ainsi produit intensivement du lait pendant environ 3 ans, elles sont menées à l'abattoir à l'âge de 5 ans. Dans la nature, en conditions normales, une vache peut vivre environ jusqu'à 20 ans. Et les petits veaux que j'ai mentionnés précédemment, les veaux, eux, donc soit si ce sont des génisses, des femelles, elles vont suivre le chemin de leur mère et elles aussi être exploitées jusqu'à l'âge de 5 ans. Et les veaux mâles, par contre, eux, puisque on ne peut pas en tirer du lait, on va les manger, on va les élever pour leur viande. Donc en général, ils sont séparés de leur mère à peu près dans les quelques heures, un jour à peu près qui suit la naissance, et ils vont être élevés d'abord dans des cases individuelles où ils ne peuvent pas se retourner, puis ensuite dans des petits box où ils vont être à plusieurs, et ils vont être emmenés à l'abattoir à l'âge de 4 ou 6 mois. Il faut savoir qu'ainsi 2 millions de veaux sont abattus chaque année en France pour abreuver
filière de veau de boucherie et que, en général, 90% de la viande de veau qu'il y a sur le marché, ce sont des veaux issus de vaches laitières. Et au-delà de ça, la moitié de la viande qu'on commercialise sous l'appellation bœuf en France, c'est de la viande de vache laitière. Donc devenir végétarien ou végétarienne, c'est bien, mais si vous vous préoccupez du sort des animaux, vous ne pouvez que constater que la production de viande est intrinsèquement liée à la production de lait, et réciproquement. Et quand on sait à l'heure actuelle qu'il y a vraiment de nombreuses alternatives qui existent pour remplacer les produits laitiers, mais est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement apprendre à se passer de ces produits laitiers? Des alternatives, par exemple pour le lait de vache, il y en a plein. Maintenant, les boissons végétales, on en trouve partout, même au supermarché, que s'il s'agisse de soja, d'épeautre, d'amandes, de noisettes, de millet, de quinoa, enfin il y en a plein. Et honnêtement, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans un de ces laits, mais c'est un peu difficile. Pour remplacer par exemple le beurre, on peut utiliser de la margarine sans protéines animales, de l'huile de coco, des huiles végétales. Pour remplacer la crème fraîche par exemple, il y a plein de crèmes végétales maintenant. Et bien sûr, toujours ce qu'on dit attention, mais les fromages, surtout en France, comment on fait pour remplacer les fromages? Il y a de plus en plus de possibilités vraiment là-dessus, qu'il s'agisse de fromages que vous faites vous-même à la maison, par exemple à base de noix de cajou ou de noix, qu'il s'agit des fromages artisanaux. Il y a tout un artisanat véritablement de fromages végétaux qui se crée à l'heure actuelle en France. On fait des fromages fermentés. Moi, j'ai goûté cet été du camembert de noix de cajou et du roquefort, mais j'étais épatée. Honnêtement, on ne peut pas se douter qu'il ne s'agisse pas de fromage animal ici. Donc, il y a vraiment énormément d'alternatives. Et des alternatives, il y en a aussi au niveau des œufs. On pose très souvent cette question. Au fond, pourquoi est-ce que tu ne manges pas des œufs? C'est toujours ma mère, ça, elle revient à l'attaque régulièrement. Je lui ai donné mon livre, elle y suit mon blog, mais ça ne suffit pas. Et elle me dit, mais les œufs, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Eh bien si, les œufs, bien sûr, si cette production d'œufs ne tue pas directement celles qui les produisent, elle tue tout de même les poules, que celles-ci aient été élevées en plein air ou biologique ou en batterie. Et en général, ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le mode d'élevage, les poules naissent toutes dans les œufs, naissent toutes dans des gigantesques vraiment couvoirs. Donc on peut dire vraiment adieu ici à la petite image bucolique de la petite poule en train de couver son œuf chez le fermier. À la naissance, les mâles et femelles sont triés. Les femelles vont devenir des poules pondeuses. Mais les mâles, qu'est-ce qu'on en fait ici encore? Étant donné que ils ne sont pas au niveau de leur morphologie, ils ne vont pas pouvoir atteindre vraiment la même croissance que les poulets de chair, donc ceux qu'on élève pour leur viande, tout simplement, on va s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, on va soit les gazer, soit les étouffer, soit les broyer vivants, à l'âge d'à peu près de 1 ou 2 jours. Voilà. Donc à chaque fois que vous consommez des œufs, il faut penser que la moitié déjà des poules et des poulets qui sont nés pour ensuite se donner ces œufs, ils ont été tués. Au bout de 18 semaines, les jeunes femelles vont être placées en élevage et en fait c'est à ce moment-là qu'elles vont devenir bio ou non. Avant, elles ne l'étaient pas forcément. On ne naît pas bio, on le devient. Et 70% d'entre elles en France vont être placées en batterie. 5% vont être placés en volière, donc sans accès à l'extérieur, 13% en plein air, 7% en bio à peu près. Et il faut savoir qu'en batterie, les poules n'ont pas accès à la lumière du jour, qu'elles sont entassées dans des enclos grillagés à raison de 15 à 60 poules à peu près par cage, plusieurs milliers de cages par hangar, donc on atteint très vite 100 000 poules par hangar, et chaque poule à peu près dispose de cet espace pour vivre. Donc à peu près 750 cm3. Donc leur seule activité à longueur de journée, ça va être de pondre. Et dès que leur productivité commence à décliner, tout simplement, on va les envoyer à l'abattoir à peu près vers l'âge de un peu moins d'1 an environ. Et les poules bio, les cocottes heureuses, comme on aime les appeler,
On ne peut pas dire vraiment qu'il s'agit de petites poules qui gambadent à longueur de journée dans l'herbe. Malheureusement, il faut savoir qu'en bio, les poules doivent avoir un accès au plein air, mais seulement un tiers de leur vie. Donc les 2 tiers, elles peuvent tout à fait être dans un enclos où elles ne voient pas la lumière du jour. Et bien sûr, je vais juste me rapprocher du micro. Et tout ça, voilà, qu'elles aient été bio ou non, elles vont être envoyées à l'abattoir vers l'âge d'1 an. Et il faut savoir que l'espérance de vie d'une poule, c'est environ de 10 ans normalement. Autre question. Petit dessin d'insolente veggie. Pourquoi ne pas consommer de la viande de petits éleveurs bio? Ce dessin est génial. Parce que dès qu'on parle finalement de viande, tout le monde, on a vraiment l'impression que si vous parlez avec vos proches par exemple, on a vraiment l'impression que soudainement tout le monde ou presque ne consomme plus que de la viande de petits éleveurs bio, de la viande heureuse. Et ici, on a vraiment toute cette image bucolique des vaches qui sont en train de brouter gentiment dans les vallons, des cochons qui se roulent dans la gadoue, etc. etc. Pourtant, il faut savoir qu'en France, 80% des animaux sont élevés en bâtiments fermés, en cage et sur caillebotis, sans jamais voir la lumière du jour. Et ce qu'il faut aussi, peut-être au-delà de ça, il faut savoir que même au sein d'élevages qui donnent accès à la lumière du jour, même au sein d'élevages, peut-être où on aurait des conditions de vie heureuses, les animaux, ils sont toujours tués en fin de compte. Et dès que leur corps est mature, ou dès que leur viande est prête, ou que leur rentabilité décline, ils sont envoyés tout simplement à l'abattoir. On le voit sur cette image, enfin on ne voit pas très très bien, donc je vais vous lire. Ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, pour les poules pondeuses, on a dit qu'elles pourraient vivre entre 8 et 10 ans. Les vaches laitières, donc c'est 5 ans, alors qu'en conditions normales, ça pourrait être 20 ans. Les veaux, ils sont entre 3 et 8 mois envoyés à l'abattoir. Les truies sont envoyées, donc reproductives, à l'âge de 3 ans à l'abattoir, alors qu'elles pourraient vivre 20 ans. Et les cochons, eux, c'est à l'âge de 6 mois à peu près. Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir? Tout simplement qu'à l'heure actuelle, ce qu'on mange, ce sont des bébés animaux. Ce sont des animaux extrêmement jeunes qui auraient eu toute une vie qu'ils auraient pu développer leurs émotions, leurs besoins, leurs envies, etc. etc. Donc, désolée, je le fais tomber au fur et à mesure. Donc je dirais, certes, les conditions de vie sont peut-être parfois meilleures dans certains petits élevages, mais honnêtement, si on tue les animaux au bout de quelques mois, personnellement, j'ai du mal à voir la différence. Dans tous les cas, on va à l'encontre des intérêts à vivre des animaux. Et d'ailleurs, si vous reportez ça un petit peu à l'échelle humaine, par exemple, si vous commettez un meurtre, si au niveau du tribunal, vous avez un procès, tout simplement, s'il y a eu torture, là, effectivement, on va parler de circonstances aggravantes, mais s'il n'y a pas eu torture, on ne va pas parler de circonstances atténuantes non plus. Et vous n'allez pas vous en sortir pour mieux que ça, parce que vous avez quand même tué la personne. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Tout simplement que les allégations, finalement, de viande heureuse, ça ne veut pas dire grand-chose et ça sert tout au plus à donner bonne conscience aux consommateurs et aux consommatrices. Et d'autre part, parce que je n'ai pas beaucoup abordé cette question ici, je vais un peu vous parler de ce schéma après, au niveau écologique, l'élevage extensif n'est pas une solution, parce que très souvent les éleveurs ont tendance à mettre cela en avant, l'élevage intensif, d'accord, dans les grandes les fermes de 1000 vaches, etc., ça ne va pas, mais dans les pâturages, ça, il n'y a aucun problème. Et au contraire, les éleveurs seraient des défenseurs, les petits éleveurs seraient des défenseurs de la nature. Il faut d'abord savoir que les pâturages mobilisent énormément de terre, et c'est autant de forêts qui sont déboisées pour ces pâturages, ou qui auraient pu exister, et que les prairies, ça stocke 4 fois moins de carbone que les forêts. Et d'autre part, quand on mène les vaches au pâturage, elles émettent davantage de méthane que si elles sont nourries par exemple avec du soja ou des céréales. Donc au total, c'est ce qui explique pourquoi la production de viande et de produits laitiers dans des petits élevages, elle émet davantage de gaz à effet de serre qu'en élevage intensif. On est de l'ordre à peu près de 70 contre 30% seulement au niveau de l'élevage extensif et intensif.
Donc ici aussi, on est vraiment très loin, l'élevage extensif est très loin d'être la solution parfaite présentée par les petits éleveurs, par les défenseurs de la viande bio. Et si vous vous souciez vraiment de l'environnement, si vous regardez ce schéma, vous voyez bien ici que pour donc, un repas sans viande et sans produits laitiers, on est à peu près en bio, en équivalent kilomètres automobiles pour l'effet de serre, donc on est à 280 km. En conventionnel, on est à 630 à peu près. Et dès que vous rajoutez de la viande et des produits laitiers, même en bio, on est à 4400 km à peu près. Donc les chiffres parlent vraiment d'eux-mêmes. Troisième grande série de questions que vous avez beaucoup d'ailleurs soulevées avant de commencer cette conférence. Manger vegan, est-ce que c'est dangereux ? Les carences. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire au fond de manger des animaux pour être en bonne santé ? Les merveilleux dessins d'Insolente Veggie. Ce qui est très amusant, ce que j'ai beaucoup remarqué personnellement, c'est que quand on devient vegan, on a l'impression que soudainement, tout son entourage devient expert en nutrition. Alors que quand on allait chez McDo, ça posait aucun problème. Vraiment. Alors, bien sûr, ce qui revient, c'est les protéines, mais également le calcium, les vitamines, les minéraux, etc. etc. Et il faut reconnaître, c'est vrai que la viande et les produits d'origine animale nous apportent des protéines, du calcium, du fer, des minéraux. Mais ce qui est plus important au-delà de ça, ce n'est pas de viande, de poisson, de lait ou de produits d'origine animale dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, ce sont des nutriments. Autrement dit, des acides aminés qui composent les protéines, des acides gras, des vitamines et des minéraux. Or, nous pouvons trouver tous ces nutriments, à l'exception de la vitamine B12, sur laquelle je vais revenir après, dans une alimentation végétale. Alors, ça, c'est une pyramide alimentaire que j'ai créée pour mon livre, qui est toute simple, c'est la pyramide alimentaire végétalienne. Donc, globalement, pour avoir une alimentation équilibrée et adaptée à nos besoins, qu'est-ce qu'il faut ? Il nous faut d'abord majoritairement des fruits et des légumes frais, qui nous apportent des vitamines, qui nous apportent des fibres. Il nous faut également des céréales ou des pseudo-céréales, donc par exemple du blé, du riz, de l'orge, du quinoa, du sarrasin, de l'amarante, etc. De préférence complète ou semi-complète parce qu'elles sont plus riches en minéraux. Donc ces céréales vont nous apporter non seulement des hydrates de carbone, mais également des acides aminés essentiels, une grande part de protéines, à peu près entre 10 à 13% de protéines par céréale. Encore plus riches en céréales, ce sont les légumineuses, donc les lentilles, les pois, les haricots, les fèves, le soja, donc tofu, lait de soja, tempeh, etc., etc., qui sont non seulement très riches ici aussi en protéines, mais également en minéraux et en certains acides gras essentiels. Enfin, nous avons besoin également de manger une petite proportion d'oléagineux, donc des noix, des amandes, des noisettes, des pistaches, des graines de courge, des graines de lin, des graines de chia, etc., etc., qui nous apportent non seulement des protéines et des fibres, mais bien sûr également des acides gras, notamment des acides gras essentiels comme les oméga 3 ou les oméga 6. Et enfin, il nous faut quelques huiles végétales, ça peut être la catégorie oléagineux, et se supplémenter en vitamine B12 et en vitamine D en hiver. Alors, donc des protéines, on va par exemple, c'est ici pour vous donner un petit exemple, toutes les sources possibles, enfin il y en a bien plus encore de protéines qu'on va trouver dans l'alimentation végétale. Désolée, c'est en anglais. Donc on va trouver des protéines dans le quinoa, on va trouver des protéines dans les légumes verts feuillus, dans le tofu, dans les pois, les brocolis, les graines de chanvre, les haricots, les champignons, les lentilles, les avocats, enfin moins dans les avocats quand même, les graines de chia, les noix, le tempeh, le sarrasin, le soja ou encore les pois chiches. Donc vraiment des protéines, on en trouve absolument partout. Et d'ailleurs, selon plusieurs études qui ont été menées, et ce qui est souligné par exemple par l'Association américaine de diététique, les personnes végétariennes et véganes ne manquent pas de protéines et ont même tendance très souvent à en surconsommer.
J'avais fait par exemple le test, moi j'avais calculé parfois, j'ai déjà calculé parfois combien de protéines à peu près je mangeais dans la journée, et j'en mangeais systématiquement 150% de mes besoins, donc j'en mangeais trop. Bon, je faisais du sport à côté, donc ça compense un peu, mais quand même, mes apports en protéines étaient amplement comblés. Et quand on pose finalement cette question, est-ce que ce n'est pas de produits animaux dont on a besoin, en fait, c'est un peu confondre contenant et contenu. C'est un peu comme si on vous disait que pour boire de l'eau, ce qui est nécessaire pour notre santé, il faut, dès qu'il pleut, aller courir la tête en l'air et la bouche ouverte pour ramasser les gouttes d'eau. Alors qu'il y a plein de manières très différentes et parfois bien plus simples de boire de l'eau. Donc tout ça, vraiment, toutes ces informations nutritionnelles, je vais assez vite ici parce que je les détaille dans toute la partie centrale de mon livre. Pour trouver cette pyramide, vous trouvez un peu toutes les sources également de nutriments dont nous avons besoin, où les trouver, à quelle dose il faut en consommer, etc. etc. Autre question liée à celle-ci. Les véganes prennent des suppléments, des compléments alimentaires, c'est donc que ce n'est pas naturel d'être végane, n'est-ce pas? Et ça, on l'entend vraiment beaucoup, et c'est d'ailleurs ce qui fait faire que pas mal de véganes, malheureusement à l'heure actuelle, décident de ne pas se supplémenter, notamment en vitamine B12, ce qui est extrêmement problématique. J'adore en fait moi quand c'est des gens qui me posent cette question parce qu'ils arrivent très souvent, leur téléphone à la main, leur clé de voiture dans l'autre, et ils disent c'est pas naturel de prendre des vitamines. Il y a tellement de choses qu'on fait qui ne sont pas naturelles et pourtant ça ne nous embête pas le moins du monde. J'imagine tous que vous allez par exemple voir le médecin quand vous êtes malade, que vous allez chez le dentiste quand vous avez des caries, que vous prenez l'avion, que vous prenez la voiture, que vous avez tous un téléphone, que vous lisez des livres et rien de tout cela n'est naturel. Et là encore, on voit que la notion de nature, elle est très relative dès qu'on l'étend à d'autres domaines de sa vie. Et si on va dans ce sens, est-ce qu'il est naturel, tout simplement, de consommer des êtres qui sont nés de sélection, d'inséminations artificielles, qui sont nourris la plupart du temps avec des farines d'individus de la même espèce ou d'autres espèces, et qui ont fait l'objet de tant de sélection génétique que ces animaux ne peuvent même plus se tenir debout sur leurs jambes et ne pourraient pas survivre plus de quelques jours s'ils étaient laissés à eux-mêmes dans la nature. Est-ce que c'est naturel de consommer ça? Et ça, pourtant, c'est toute la viande que l'on consomme à l'heure actuelle. Donc, la plupart de nos actes ne sont pas du tout naturels et pourtant, jamais ça ne nous pose problème. Donc oui, c'est pas naturel de consommer de la B12, mais est-ce que c'est pour autant une mauvaise chose? Non. La B12, en fait, ça a été découvert, la B12 synthétique, ça a été découvert juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, et ça a permis véritablement un progrès majeur, puisqu'avant cette invention, les êtres humains n'avaient pas d'autre choix que de consommer soit des animaux, soit des produits d'origine animale pour subvenir à ce besoin en nutriments essentiels. Donc ici, c'est ça qui est formidable, c'est que la B12, ici, la science nous a véritablement offert la possibilité de vivre entièrement sans causer de souffrance aux animaux et entièrement en accord avec nos propres principes éthiques. Donc ici, la science nous a justement permis un progrès moral sans pareil. Ah, c'est la petite B12 que j'avais oubliée. Et ça, c'est juste un petit graphique parce que je l'aime bien. Donc, quelle est la plus difficile part, en fait, dans le véganisme? C'est pas de manger au restaurant, c'est pas non plus de manger chez des amis, c'est pas non plus d'avoir assez de protéines ou de trouver des produits véganes, c'est de gérer les autres. On va dire ça diplomatiquement. Voilà. Donc ça, c'est un petit tour d'horizon que j'ai fait des principales questions. Bien sûr, il y en a plein d'autres, des questions. Par exemple, tout simplement, comment devenir végane? C'est une question que j'aborde vraiment dans mon livre pour essayer d'aider les personnes qui ont envie de se tourner vers le véganisme concrètement. Donc, par exemple, est-ce qu'il faut devenir végane du jour au lendemain? Il y a beaucoup de personnes qui deviennent véganes du jour au lendemain. Est-ce que, par exemple, après avoir vu une vidéo d'abattoir ou autre, où il y a beaucoup de personnes aussi, beaucoup de véganes qui vont dire « Oui, moi je suis devenue végane du jour au lendemain, j'ai vu ça et après c'est bon, voilà. » Toi, par contre, ça fait des années que tu as du mal à arrêter le fromage et tout. Et avoir un côté assez méprisant, je dirais, avec ça.
Et je montre dans mon livre que non, c'est pas du tout forcément une bonne solution de devenir végane du jour au lendemain. Ça pose la question de comment rester végane, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, après être devenus véganes, ils rebroussent chemin. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, qui a porté sur 11 000 personnes à peu près, donc une très grosse étude, et qui montre que 84% des personnes qui sont devenues végétariennes ou véganes renoncent au bout de quelques semaines ou de quelques mois au végétarisme ou au véganisme. Et qu'une des réponses à cela, c'est d'y aller plus progressivement. Donc j'explique tout ça vraiment en détail dans mon livre. Et je vous propose également quelques méthodes pour devenir végane. Donc moi, je n'ai pas suivi de méthode en particulier, à part peut-être celle de ne rien soustraire d'abord, mais de tout additionner, c'est-à-dire de découvrir, d'abord de partir à la découverte de produits que je ne connaissais pas, d'aller en magasin bio, de regarder ce qu'il y a sur les étalages, d'aller voir les blogs de cuisine, les livres de cuisine. Il y en a plein en plus maintenant, ça devient vraiment de plus en plus simple, et d'essayer, de goûter. Alors tout ne marchera pas forcément du premier coup, hein. Mon premier gâteau au chocolat vegan, ça a été une catastrophe absolue. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de remplacer les œufs et j'avais compris qu'il fallait moudre des graines de lin. On pouvait faire une sorte d'œuf de lin avec, mais j'avais pas de moulin, j'avais pas de mixeur, donc j'ai essayé de les couper au couteau, une à une. Ça n'a pas marché. J'ai eu une sorte de pudding plat horrible au chocolat et j'ai cru que j'allais pas devenir végane, mais finalement j'ai réussi à faire d'autres gâteaux après, ça a marché. Donc voilà, d'autres séries de questions. Que répondre aux objections de son entourage? On en a soulevé ici quelques-unes, mais il y en a d'autres. Par exemple, le monde entier ne peut pas devenir végane, n'est-ce pas? Et très souvent ici, je ne sais pas pourquoi, on prend toujours l'exemple des Inuits. Tout le monde s'en fout des Inuits en général, mais dès qu'il y a des véganes dans la salle, boum, les Inuits. Bref, donc ça, j'essaye aussi, on pourra revenir sur cette question après. Est-ce qu'il n'y a pas des causes plus importantes que la cause animale? Ça, c'est ma mère aussi, tout le genre. Ah, tu pourrais tellement t'intéresser aux humains, mais non, il faut que tu étudies ces foutus animaux. Et là aussi, il y a une manière très simple d'y répondre, c'est que tout simplement, on n'est pas des vases communicants, on n'a pas une empathie pour les animaux, et puis elle va augmenter, et celle pour les humains, elle va baisser, au contraire, non. Il y a quelques études sur l'empathie qui ont montré que plus on a tendance à éprouver d'empathie pour les animaux, plus on en éprouve également pour les personnes humaines. Donc voilà, manger vegan, est-ce que c'est pas un truc de bobo fortuné? Alors j'ai une réponse un petit peu plus nuancée en fait à ça que les réponses habituelles qu'on dit toujours 1 kilo de lentilles c'est beaucoup moins cher qu'1 kilo de bœuf et tout ça, donc non, c'est pas cher de manger vegan. C'est vrai, les lentilles c'est moins cher, mais la question de l'accessibilité, ça se mesure pas seulement en termes financiers, ça se mesure aussi en termes géographiques, en termes d'information, en termes d'accès à l'information. Tout le monde n'a pas accès par exemple à un magasin bio près de chez soi, tout le monde n'a pas le temps forcément de cuisiner, n'a pas les capacités ni la disponibilité à aller se renseigner, à faire la part vraiment d'informations énormes qu'il y a sur internet ou ailleurs. Et donc ça c'est vraiment particulièrement le travail des militants et militantes des associations animalistes d'œuvrer, comme le fait le 114, à cette accessibilité et à nous-mêmes en tant qu'individus, d'essayer autour de soi vraiment de promouvoir l'information, de donner accès à cette information avec nos proches, notre entourage. Une grande série de questions aussi, le véganisme est un extrémisme, ne faut-il pas rester modéré, la sainte modération? Est-ce que c'est modéré de ne rien faire et de se tourner les pouces quand il y a 60 milliards d'animaux terrestres qui meurent chaque année dans le monde et à peu près 2000 milliards d'animaux marins? Voilà, ça pose question. Que va-t-il advenir de tous ces animaux si nous ne les mangeons pas? Donc là, c'est Disneyland, vraiment, c'est l'invasion des animaux. Mais ma mère m'a fait encore le coup ce matin au petit déjeuner. C'était assez rigolo dans ses arguments. Mais on va perturber tous les écosystèmes si on arrête de manger les vaches et tout, il n'y en aura plus. Et tu as pensé aux mouches qui tournaient autour des vaches et qui se nourrissaient des vaches? Ma mère qui déteste les pigeons, et qui se préoccupe de mouches. Non mais vraiment, bref. Donc là aussi, il y a vraiment une réponse toute simple, c'est que tout simplement, on ne va pas fermer les abattoirs, on ne va pas fermer les élevages du jour au lendemain. Ça va être une question d'offre et de demande, et plus la demande va diminuer, l'offre diminuera elle aussi, comme dans bon nombre d'autres produits qui ont été d'autres productions par le passé. Des questions aussi peut-être plus militantes, comment défendre les animaux. Hier, j'ai donné une conférence à Paris de réflexion stratégique, donc sur les stratégies du mouvement animaliste. Est-ce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises façons de défendre les animaux? Est-ce que certaines formes d'activisme
sont plus efficaces que d'autres. Est-ce que le véganisme, ça c'est une question un peu plus précise, mais est-ce que finalement c'est purement une mode consumériste? On voit à l'heure actuelle dans les magazines tout le monde qui se rue vraiment sur le véganisme. Le véganisme c'est in, c'est un régime minceur, tout ce qu'on veut vraiment on le met dans le véganisme. Et est-ce qu'on ne perd pas un petit peu avec tout ce discours purement consumériste finalement l'idée vraiment que non, c'est un combat social, c'est un combat de justice sociale, c'est un combat pour rendre le monde plus juste, et cela doit inclure les animaux. On doit cesser de les faire souffrir puisque nous en avons la possibilité. Donc voilà, est-ce que... Oui, bien sûr, la violence dont sont victimes les animaux, est-ce que ça légitime finalement l'usage de la violence de la part des militants? Pour répondre très brièvement, je ne le pense pas. Je suis vraiment une apôtre, on pourrait dire, de la non-violence. Et je pense justement que si on fait diminuer la part de violence générale sur notre planète, celle à l'égard des animaux ne pourra que diminuer elle aussi. Et enfin, question peut-être un peu grossière, entre guillemets, enfin provocatrice, est-ce que les tactiques de type raciste, sexiste ou opprimante peuvent fonctionner? Je pose ces questions parce qu'on a encore des associations à l'heure actuelle, par exemple PETA, qui ne va pas hésiter, par exemple, à mettre en scène des femmes nues, des femmes érotisées, souvent des femmes de couleur d'ailleurs, et pour promouvoir la cause animale. Non, on ne peut pas s'appuyer sur, on ne peut pas vraiment nuire à d'autres luttes, s'appuyer sur d'autres oppressions pour défendre la nôtre. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Donc voilà un peu tout un type de questions que je pose, que l'on se pose, et peut-être on pourra en reparler si vous voulez pendant la série de questions-réponses. Et pour conclure, je dirais ici que le véganisme, comme on l'a vu, c'est pas juste une mode, une tendance, c'est pas non plus seulement un choix personnel, c'est pas juste moi je suis végane mais toi au fond tu fais ce que tu veux, non. Au-delà de ça, c'est un combat de justice sociale. Il faut se préoccuper des animaux à l'heure actuelle, comme on se préoccupe d'autres êtres sensibles. Et la justice, c'est pas une option, c'est vraiment une exigence. Nous avons à l'heure actuelle non pas seulement le droit de ne pas consommer d'animaux, de ne pas exploiter les animaux, mais nous avons aussi, puisque nous avons ce choix, nous avons le devoir de ne pas le faire. Et en ce sens, le spécisme, comme le sont d'autres formes d'oppression, ce n'est pas juste une opinion personnelle, non, il s'agit bel et bien d'une oppression qu'il faut identifier comme telle et qu'il faut combattre. Et en ce sens, nous avons à l'heure actuelle, puisque nous avons ce devoir de ne pas traiter les animaux comme des moyens, mais comme des fins, je vous enjoindrai vraiment ici à ne pas attendre. Je sais que ce n'est pas toujours facile de se tourner vers ça, ça remet en question énormément de nos habitudes sociales, ça remet en question nos rapports parfois avec notre entourage, ça complique un peu la vie, c'est vrai, honnêtement. Mais j'essaye vraiment de donner des solutions à cela dans mon livre et on pourra reparler de ces solutions ici. Mais je vous enjoins vraiment à le faire. Personnellement, être devenue végane, c'est un peu la meilleure chose qui me soit arrivée. Et quand, bien sûr, j'ai des petites vexations, quand à mon cours de danse, il y a des bonbons, mais je sais qu'ils sont à la gélatine, je ne peux pas en manger. Quand il n'y a que des sandwichs au jambon à la boulangerie, que c'est compliqué, que je peux manger que du pain. Je me dis que toutes ces vexations, tous ces rejets, c'est rien quand je pense aux animaux. Et rien que de penser aux animaux que j'épargne chaque jour, à tout ce qu'on pourrait faire à l'heure actuelle pour préserver ces animaux, mais ça me rend tellement heureuse. C'est pour ça, n'attendez pas. Voilà, merci. Ça peut être des questions pratiques ou non. Allez-y. Voilà, juste, j'ai eu quelques remarques il n'y a pas longtemps par rapport aux insectes. Alors voilà, les insectes, la nourriture du futur, c'est... Du coup, qu'est-ce que je peux répondre à ce genre de remarques? Absolument pas manger des insectes, mais voilà, ça fait plusieurs fois que ça revient. Il y a plusieurs choses à dire. Alors, à l'heure actuelle, au niveau, parce que j'ai parlé des nocicepteurs, j'ai parlé du système nerveux, les études scientifiques ne sont pas toutes convergentes sur la question des insectes. Il a été prouvé que certains insectes ont des systèmes nerveux, ont des nocicepteurs, c'est le cas par exemple de la mouche à viande, mais ce n'est pas le cas de tous les insectes. Et à l'heure actuelle, le savoir scientifique n'est pas clair là-dessus. Donc ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'en absence de clarté,
et de vagues, principe de précaution, autant s'abstenir. Surtout quand on y pense, si on a un argument seulement purement de rendement, de rentabilité, effectivement, par exemple, si on consommait des insectes à la place de la viande, ce serait plus... on aurait besoin de consommer moins par exemple, de terre ou moins d'énergie pour ces insectes, mais ces insectes, il faut bien les nourrir, eux aussi, et on les nourrit de quoi? Majoritairement de protéines végétales que l'on pourrait consommer nous-mêmes. Et tout simplement, si on a, par exemple, je vous ai dit qu'au niveau des calories animales, 7 calories végétales pour une calorie animale, pour les insectes, on a à peu près de l'ordre de 5 pour 1. Donc autant manger directement ces 5 calories derrière, on peut nourrir 5 fois plus de gens en faisant ainsi. Et puis après, c'est toutes les résistances psychologiques et culturelles. Parfois, quand je vois tous ces discours sur la consommation d'insectes, mais c'est tellement plus simple de manger, je ne sais pas moi, des lasagnes au tofu que d'aller manger des cookies aux larves, je sais pas, d'araignées. Ça pose vraiment des questions. Enfin, pourquoi se mettre martel en tête pour obliger les gens à aller consommer quelque chose qu'ils ne mangent pas, pour lequel ils ont un fort dégoût psychologique, alors qu'on peut juste les encourager à manger davantage de quelque chose qu'ils consomment déjà et qu'ils apprécient. Dans le genre monstrueux, il y a la viande synthétique qui est en grand développement dans les laboratoires à base de cellules de vaches souvent, et c'est mis en culture pour fabriquer de la viande dans laquelle en plus on se targue de dire on va rajouter des vitamines, on va rajouter des bonnes graisses pour que les gens soient plus malades, etc. Donc il y a tout un volet médical en plus là-dessus. Et alors, j'ai vu une vidéo il y a peu de monsieur qui s'appelle Go Vegan, et en plus très dénonciateur de la viande synthétique. Je n'ai pas une opinion arrêtée sur ce sujet. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, encore majoritairement, on a besoin de vaches, par exemple, pour produire cette viande, mais il semble que ce soit de moins en moins le cas et qu'on arrive de plus en plus à ne pas faire souffrir, ne pas tuer d'animaux pour produire cette viande. Alors cette viande qui a vraiment tout de la viande de vache, sauf qu'elle ne fait pas souffrir, elle ne tue pas d'individus derrière, elle n'en exploite pas. Est-ce que ce n'est pas une solution aussi pour aider les gens à arrêter tout simplement de consommer de la viande d'animaux qu'ils tuent et la remplacer par ça? Je n'ai pas de réponse là-dessus particulièrement. Je pense qu'il y aura des résistances psychologiques très fortes et des résistances d'ordre culturel, mais ça peut être une solution, et une solution parfaitement éthique, puisqu'elle ne fait souffrir et elle ne tue, en fin de compte, c'est ce qui va se passer au fur et à mesure, personne. Quelquefois, et j'aimerais savoir, voilà, et je vous remercie pour la douceur de vos explications qui sont parfois dures dans leur contenu, mais voilà, pour la forme, vraiment merci. Et voilà, j'aurais juste aimé avoir quelques éclaircissements là-dessus. Il n'y a pas de solution toute faite sur comment gérer la société. C'est d'ailleurs l'objet de toute la 5e partie de mon livre. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Il y a toute une partie sur les fêtes, les anniversaires, Noël et tout ça. Donc je donne vraiment des suggestions là-dessus. Personnellement, moi j'ai un peu abandonné l'idée d'éduquer par mes parents là-dessus. J'essaye plutôt de transmettre l'information quand je vois que les personnes sont intéressées et sont réceptives à cette information. Je fais pareil quand il y a une discussion, quand il y a un débat. Si on me pose des questions juste pour me piéger, je vais avoir tendance assez rapidement à esquiver la question et dire lis mon livre. Voilà. Parce que je sens que ces personnes ne sont pas intéressées par la réponse. Il n'y a pas de bienveillance là-dedans. En revanche, c'est un livre. Moi, j'avais commencé par ça. J'avais écrit un livre juste pour ma famille, auto-édité à 5 exemplaires. Ça n'a pas forcément marché non plus, mais bon, il n'y a pas de bonne méthode. Quand par contre je vois que les personnes sont bienveillantes, curieuses, ouvertes, là je m'empresse de répondre à leurs questions et de leur expliquer les choses. Donc concrètement, quand je sens que l'univers n'est pas vraiment, enfin l'environnement n'est pas propice
À l'éducation, j'essaye de me contenter de manger ce que j'ai dans mon assiette et de changer de sujet si je peux. Ce matin, la discussion avec ma mère sur les écosystèmes et les mouches et les vaches, j'ai essayé de lui dire « Oh, tes fleurs sont très jolies !» Voilà. Donc j'ai tendance à esquiver ça. Pour les fêtes de Noël, après concrètement, ça dépend si par exemple vos proches décident de cuisiner pour vous, parce qu'il y a un peu tous les degrés ici, un repas vegan pour Noël pour tout le monde. Chez moi, c'est pas du tout le cas. Mais j'arrive maintenant à obtenir un repas vegan au moins pour moi et mon conjoint, donc il y a déjà une sorte de progrès. Si ce n'est pas possible, parce que ça peut vraiment inquiéter beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude des assiettes, enfin, de l'équilibre alimentaire vegan, de la cuisine vegan, proposer de cuisiner ou apporter à manger, proposer sinon de cuisiner juste pour vous si vous sentez qu'eux n'ont pas envie d'avoir un repas entièrement dépourvu de produits animaux. Mais n'hésitez pas à leur faire goûter si vous voyez qu'il y a une envie. Très souvent, ce qui se passe, par exemple dans mon cas, c'est qu'on fait quelque chose pour nous, et puis maintenant on a appris qu'il fallait en faire beaucoup plus parce que tout le monde va venir goûter et va venir en manger finalement. Donc, mais c'est aussi ça, ce travail d'éducation, c'est apprendre à lutter non pas seulement contre les résistances d'ordre, je dirais les résistances qui sont attachées aux questions de pourquoi vegan et tout, mais c'est aussi toutes ces résistances qui sont attachées à la nourriture, parce que la nourriture, j'imagine que vous le savez, c'est pas seulement quelque chose qu'on a dans notre assiette, c'est effectivement toute une culture, c'est aussi une sociabilité, ce sont des habitudes, c'est attaché à des souvenirs, la blanquette de votre grand-mère, etc. C'est tout un lot d'émotions qui explique pourquoi finalement on dépasse complètement ici le cadre rationnel. Si c'était si simple, par exemple, d'informer les gens, il suffirait de donner l'information et c'est bon, ils changent leur processus, leur compréhension des choses et boum, ils deviennent véganes eux aussi. Non, c'est bien plus compliqué que ça, on est aussi des êtres émotionnels. Et il faut prendre en compte toutes ces émotions, et c'est pour ça, par exemple, que la cuisine végane fait un formidable travail, un peu parce que ça permet de lutter contre les résistances psychologiques qui disent moi je ne peux pas envisager la question animale parce que j'aime trop les muffins, j'aime trop les crêpes, j'aime trop la viande, jamais je pourrais m'en passer. À partir du moment où, par exemple, vous faites ce travail, vous montrez que non, finalement, la blanquette de tofu, la blanquette de seitan, ça peut être aussi bon peut-être que la blanquette de votre grand-mère. Parfois ça marche, moi j'ai fait du seitan bourguignon, ils n'y ont vu que du feu. Et ça permet un petit peu, si vous faites ce travail préparatoire, je dirais, sur les émotions des gens, de faire en sorte de préparer un peu la réception de l'information, que ces personnes soient plus ouvertes ensuite face à des arguments, par exemple, d'ordre éthique ou même environnementaux. Voilà, c'est quelques petites astuces. Très concrètement, il y a beaucoup de choses à dire sur comment faire Noël en famille sans s'étriper. Noël, c'est toujours compliqué, même si on sort de la question animale, politique, tout ça. Bref, joyeux Noël quand même. Sinon, partez, c'est le moment de partir au sud et au soleil. Voilà. Et alors, à propos de tofu, moi, on m'a accusé d'être à l'origine d'un bouleversement de l'écosystème à cause de la culture du soja, que les végétariens sont en train de voilà. Et donc, un peu l'avocat aussi, donc à cause de nous, on déboise des milliers d'hectares, c'est catastrophique quand même. Il y a des articles dans la presse. Pour le soja, pour le soja, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 96% du soja qui est produit sur la planète n'est pas consommé par les humains, mais par le bétail. On en mange 4% du soja produit sur la planète. Donc si on vous dit que c'est à cause de tofu que vous déforestez et que vous êtes des espèces de terre, vous avez le droit de rigoler. Vous avez vraiment le droit de rigoler. Après, si on prend l'exemple, par exemple, on parle de la coco, on parle de l'avocat, tout ça, pour moi, c'est essentiellement des manières de piéger, de chercher la faille et vraiment de repousser la possibilité du véganisme. Je vous l'avais montré sur le petit schéma qui montrait l'alimentation végétale, bio, conventionnelle ou pas. On est vraiment dans cet ordre de grandeur. Et à l'heure actuelle, il faut savoir qu'une alimentation végétalienne, même non locale, ça pollue 7 fois moins qu'une alimentation omnivore locale et saisonnière. Donc la question, elle ne se pose pas, et puis c'est pas, j'imagine que vous ne mangez pas non plus 10 avocats par jour.
Enfin, voilà, je veux dire, les gens, c'est juste des manières de chercher la faille. Demander à cette personne d'où viennent ses chaussures, d'où vient son pullover, est-ce qu'elle a acheté chez telle boutique dont la marque fait tout fabriquer au Bangladesh, dans des conditions à la fois éthiques, humainement, environnementalement très problématiques. Enfin, pour poser cette question, je pense que les gens, c'est leur manière de se défendre, c'est leur manière de refuser cette réalité, parce qu'au fond, c'est très difficile en fait, quand on défend quelque chose pour un principe d'éthique, ça met directement en question la moralité de ces gens. C'est comme si vous, même si vous ne voulez pas attaquer ces gens, finalement, pour eux, ils se sentent de mauvaises personnes, parce que c'est pas comme si, par exemple, vous ne mangez pas de cochon pour votre religion, ou parce que vous avez un problème d'ordre digestif, ou je ne sais quoi. Non, parce que là, c'est vous faites le choix, et quand vous faites ce choix, indirectement, vous accusez l'autre personne de ne pas faire ce choix. Et c'est ça qui pose problème. Et je pense que pour essayer de désamorcer cela, ce qui est plus difficile, c'est d'essayer en général de ne pas avoir d'attitude culpabilisatrice ou d'attitude d'attaque, mais d'essayer plutôt de montrer que finalement, les gens en général, en fait, ils ont une vision d'eux comme, enfin, ils aimeraient qu'on pense d'eux qu'ils sont de bonnes personnes, qui sont animés par des valeurs très souvent de justice, de bienveillance, de bonté, etc., etc. Et ce qu'il faut essayer de leur montrer, c'est que finalement, le fait de ne pas manger les animaux, c'est en harmonie avec leur propre vision de leur moralité. Que ça va, c'est logique en fait. Et que si ces personnes sont bonnes, etc., alors ce serait logique qu'ils ne mangent pas trop d'animaux. Et d'essayer non pas de leur asséner cela, mais plutôt de leur poser des questions ou de les guider, de leur montrer un petit peu, je dirais, de manière toujours ouverte et bienveillante que cette chose, ils l'ont en eux et qu'il ne tient finalement qu'à eux de la développer. Comment est-ce que vous vivez le fait de partager des repas avec des personnes qui mangent des morceaux de cadavre ou des produits laitiers c'est une question que je me pose parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à supporter et que je refuse de plus en plus en fait à faire. Je vois plus personne et je reste chez moi. Non, je ne le fais pas. C'est difficile, certes. C'est difficile, par exemple, quand ces plats sont odorants, quand ils nous rappellent particulièrement l'animal qu'il y a derrière. Mais je cherche vraiment à garder ces relations avec les personnes qui consomment des animaux autour de moi. Pourquoi ? Parce que si on se coupe de ces personnes, d'une part, on va être accusé de repli communautaire, on va pas être les bonnes personnes qui montreront également l'exemple, qui montreront que cette possibilité est réelle, que nous avons, qu'il y a cette alternative. On ne va pas faire ce travail d'information, ce travail d'éducation qu'il y a autour de nous. Et je pense qu'il est vraiment fondamental de le faire, qu'il est fondamental de montrer que nous, on est en train de se régaler dans notre assiette, que nous, on est des personnes qui sont en bonne santé, qui sommes heureuses avec ça. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Je vous offrirai un muffin vegan en même temps et j'y répondrai volontiers. Pour justement rebondir sur cette question, aujourd'hui l'enseigne McDonald's a fait, il n'y a pas très longtemps, justement sorti son burger végétarien. Et sur un point de vue justement social, j'aurais voulu savoir justement ce que vous en pensez de ça. C'est-à-dire que le refus de celui qui va être végétarien ou vegan par rapport à celui qui va être carniste, par rapport à cette enseigne-là, qui est quand même une multinationale qui fabrique beaucoup de merde, qui t'a mangé de la merde, autant la mettre avec une feuille de salade, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois maintenant. Est-ce que j'aurais voulu avoir justement votre opinion par rapport à savoir si on... Est-ce que c'est correct de donner justement de l'argent à cette multinationale-là qui va, eux, se faire du pognon sur justement des végétariens qui, eux, vont se dire c'est super, je vais pouvoir venir manger avec toi. C'est très confus. Ça pose de grosses questions, vraiment, parce qu'on pourrait dire que d'une part, en termes d'accès, c'est permettre un meilleur accès à l'alternative végétale, donc c'est potentiellement convaincre davantage de gens qui ne se seraient peut-être pas tournés vers cette possibilité-là. Beaucoup de gens qui vont à McDonald's voudraient tiens, le veggie burger, pourquoi pas. Après, de l'autre côté, moi j'ai une perspective qui est davantage, je dirais, anarchiste.
anarchiste et anticapitaliste, qui consiste à penser que tant qu'on ne s'attaque pas profondément à notre système politique, culturel, mais également économique, un système capitaliste qui repose en immense partie sur l'exploitation animale, tant qu'on ne restructure pas profondément ce système, alors on ne pourra pas sortir de l'exploitation animale. Donc ça, c'est une autre vision, et donc personnellement, je n'irai pas au McDo pour aller manger leur veggie burger, sauf si vraiment il n'y avait rien d'autre et que je mourrais de faim, et encore il n'est pas vegan. Voilà. Donc voilà, je dirais quelle est ma réponse, et j'ai tendance à essayer au maximum, autant que faire se peut, de soutenir soit justement les initiatives davantage de type artisanat local, etc. Par exemple, il y a ce fromage en plastique, La Nature et moi, le fromage vegan, je dis en plastique parce qu'il est vraiment pas très très bon, qui est produit par une énorme entreprise qui fait par ailleurs que les fromages de lait de vache et tout ça. Je préfère aller soutenir par exemple des petites entreprises comme J&Joy, comme des petites entreprises fromagères toutes petites qui, elles, ont vraiment une éthique derrière, une éthique végane et antispéciste, et essayent vraiment de promouvoir cela. Donc j'aurais tendance à faire ça. Et puis dans une perspective anarchiste, à promouvoir aussi autant que possible le DIY, donc essayer par soi-même de faire le plus de choses possible. On n'est pas obligé d'en passer sans arrêt par les grosses entreprises. Je veux dire, un petit fromage de cajou maison, c'est très très dur à faire et c'est vraiment très très bon. Ma question c'était par rapport à la B12. En fait, quand je suis devenue végétarienne, j'ai découvert que la B12, il y en avait dans les algues. Non. Et dans la spiruline. Non. Il s'agit d'une analogue de la B12 et qui justement a tendance à fausser les analyses sanguines et à faire croire qu'on a assez de B12 tandis qu'on n'a pas en fait assez de B12. Et c'est directement ce qui peut mener à des carences non détectées. Donc non, faut arrêter, il n'y a pas de B12 dans les algues, il n'y en a pas dans le tempeh, il n'y en a pas dans les graines germées, tout ça, il faut se complémenter en B12. Et tous les gens qui disent « Ah mais moi je ne suis pas carencée », etc., il faut savoir que la carence en B12, elle met entre 1 et 20 ans à peu près à se manifester parce qu'on a des réserves. Donc nous, il faut se complémenter et il ne faut pas vraiment prêter attention aux publicités trompeuses sur la spiruline, sur la chlorelle, sur les autres algues là-dessus. Les études scientifiques disent vraiment ça à leur expérience. Ça vous fait marrer là? Parce que je voulais juste rebondir parce qu'il y a une jeune fille qui s'est lancée dans la spiruline, qui la fabrique, donc c'est local puisque c'est à côté de Castelnau-la-Bataille, elle est, et elle prend les algues du bassin d'Arcachon, donc c'est local encore une fois. Et elle les vend dans tous les magasins bio. On la trouve sous forme de petits copeaux de spiruline séchée, enfin d'algues séchées. Et elle dit clairement que sa B12, ces algues sont très bonnes parce qu'il y a de la B12 dedans et qu'on peut la parsemer sur tous les plats et qu'on n'a pas besoin de prendre c'est faux. de compléments. La spiruline, ça contient des protéines, ça contient du fer notamment, mais ça contient pas de véritable B12, ça contient de la B12 analogue qui n'est pas assimilée par le corps comme de la B12. Si vous avez des questions là-dessus, j'y réponds beaucoup dans mon livre, mais sinon allez sur le site Vive la B12, c'est la société végane qui fait ça et vous avez vraiment toutes les réponses à vos questions sur la B12. On parle énormément de tout ce qui est le problème culturel, économique, en rapport justement à tout ça, mais je me pose la grande question du domaine et de l'éducation, c'est-à-dire, je suis dans un lycée où on accueille justement des personnes qui viennent d'autre part. Une personne sur deux qui vient d'autre part est végétalienne ou végane, et à chaque fois elle est victime de raillerie, ce genre de choses. Et bien sûr, dès qu'on arrive dans le foyer, il y a à nouveau cette question qui est relancée, ça sert à rien, vous manquez de tout cela. Et réellement, qu'est-ce qu'on pourrait limite faire d'un point de vue éducatif pour changer tout cela? Quand on est face à quelqu'un, on peut lui dire non, tu te trompes. Mais quand on est face à 100 élèves qui sont enrôlés dans tout ce système-là, vous allez manquer de tout, vous n'avez pas assez de protéines, que ce soit manger un rhum steak, alors que bon, je préfère manger 1 kilo de pois chiches et en avoir assez de protéines que manger un rhum steak. Comment on va pouvoir changer 100 personnes d'un seul coup C'est impossible, je sais bien. Mais bon... C'est des grosses questions et ça va même au-delà de la question de la consommation des animaux, ça va aussi de la perception de bien d'autres oppressions.
Après, quand on pense vraiment à la consommation d'animaux, ce qui est d'autant plus difficile, je dirais, c'est qu'à la base, quand on est enfant, on a une empathie naturelle, on a une inclination naturelle envers les animaux. Les animaux sont nos compagnons de jeu, on les retrouve dans tout l'univers, dans les livres, dans les jouets. Le mythe de la ferme, ça va être un mythe récurrent vraiment dans l'enfance. Et très souvent, les enfants aussi, quand il y a par exemple un animal, un chien ou un chat à la maison, ils vont avoir tendance à le considérer vraiment comme un membre à part entière de la famille, comme une sœur ou un frère. Et la société va essayer, autant que faire se peut, de masquer cette empathie naturelle, de faire en sorte qu'avec le mythe, par exemple, des animaux de la ferme, de montrer que, mais non, en fait, les animaux, ils sont bien traités, de toute façon, on en a besoin pour notre santé, on ne pourrait pas faire autrement. Donc il y a vraiment toute cette fabrication de mythes derrière qui vise finalement à faire en sorte que s'il y avait un début de dissonance cognitive, elle soit tout de suite résolue, je dirais, par l'idée que, mais non, en fait, c'est ce qu'on apprend quand on est petit, on ne peut pas faire autrement, il faut en manger pour nos os, il faut en manger. Puis les animaux, en fait, ça ne les fait pas souffrir, voilà, et puis voilà. Donc tout ça, c'est vraiment tout ce fond culturel qui est mis en avant, également tout simplement par les industriels et qui est ensuite repris dans l'inconscient collectif. C'est l'objet de ma conférence à Paris il y a 2 jours. Pourquoi mangeons-nous les animaux? J'expliquais un peu toutes les stratégies qui font que dans nos sociétés, on mange les animaux le cœur léger. Et c'est difficile du coup après d'aller contre ça, parce qu'on a vraiment ici tout un fond, une strate, je dirais, qui fait en sorte qu'on perd de vue notre empathie naturelle et que c'est ce qu'on appelle donc des normes. On va considérer les choses absolument comme normales. On va le prendre pour de la doxa, quelque chose qu'on ne remet pas en question. Et du coup, en tant que végétarien, vegan ou végétarien, vous arrivez là et vous dites, mais en fait, ce que tu prends pour la norme, ce que tu ne questionnes pas, ce que tu prends pour acquis, moi je le questionne. En fait, c'est une idéologie, c'est une orthodoxie, entre guillemets, c'est quelque chose qui a été créé là, mais qui est complètement arbitraire, et ça pourrait être autrement. Et c'est quelque chose qui est assez violent, parce que ça vient véritablement secouer toutes nos bases culturelles, tous nos repères finalement sociaux et moraux. Et face à cela, la réaction principale, surtout quand c'est vraiment l'identité qui est mise en question, c'est de réagir. Et on réagit par la défense et on réagit par la moquerie, notamment. Qu'est-ce que ça traduit? Au-delà de ça, que cette idéologie, le carnisme, est justement mise en danger. Et c'est assez positif finalement. Je ne sais pas que c'est bien de recevoir des moqueries, des rejets, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vacille à ce moment-là et qu'on a montré que ce qu'on ne n'interrogeait pas vraiment, ce pourquoi on ne posait pas de questions, en fait, il y a des questions à se poser là-dessus. Et il faut continuer à poser ces questions, il faut continuer à fragiliser les choses, il faut continuer à avoir cette valeur d'exemple et montrer que nous incarnons l'alternative et qu'il y a une alternative qui est possible. Donc après, je dirais, au-delà de ça, comment convaincre 100 jeunes qui se moquent d'une autre personne, c'est très difficile. Ça va par l'éducation à la bienveillance, ça va par un énorme travail aussi d'amour pour ces jeunes, pour eux-mêmes, et de relations sociales. Mais ça, il faut commencer très 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 jeune, je dirais. Et c'est pas évident, mais je pense qu'il faut essayer au maximum d'essayer de dialoguer avec ces personnes, d'essayer de leur donner l'information, d'essayer d'échanger avec eux, et d'essayer de comprendre finalement quelles sont leurs interrogations, quelles sont les peurs qui se cachent derrière. Et si on ne peut pas essayer de désamorcer ces peurs et d'argumenter avec ces personnes. Voilà. Il y a eu une polémique, là, je crois que c'est cette année, au niveau d'un bébé qui est mort parce qu'il a été nourri au lait de soja. J'ai le docteur, il y a quelques semaines de ça, après chaque centre, il y a eu une conférence aussi sur l'alimentation, bon, forcément comme tout le contraire de ce qui se passe ici, parce qu'on était 2 à être végans, il y avait un couple et moi, donc je suis contente d'être ici. Et le docteur, c'était Bernard Kieser, qui disait que le bébé est mort parce qu'il a été nourri au lait de soja. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire
Donc dans ce cas-là, De la même manière qu'on ne donne pas du lait de vache tel que les adultes le consomment à un bébé, on ne donne pas non plus de lait de soja tel que les adultes le consomment C'était à un du lait de bébé. soja adulte, il fallait lui donner des poudres de lait de soja. En fait, comment est-ce qu'on nourrit? Ils ont pris des boissons végétales que nous on prend en fait. oui, voilà. J'ai écrit un livre qui s'appelle Bébé Veggie, et là je viens de publier Veggie Kids, donc la suite pour les enfants là-dessus. Comment est-ce qu'on nourrit un bébé? Donc soit avec du lait maternel, soit avec une préparation infantile. Ces préparations infantiles, il y en a qui sont à base de lait de vache, et bien sûr elles sont traitées de sorte à ce qu'elles soient digérées par le nourrisson et qu'elles lui apportent tous les nutriments essentiels qu'on pourrait trouver dans le lait maternel. Mais on trouve également des préparations effectivement à base de soja, on en trouve à base de riz ou d'amandes. Et toutes ces préparations, elles sont parfaitement adaptées aux nourrissons. C'est des préparations, le soja, c'est des préparations infantiles de soja, on en donne depuis des décennies dans bon nombre de pays. Je connais des personnes qui ont été nourries en tant qu'enfants à ça parce qu'ils étaient allergiques soit au lactose, soit à la protéine de lait de vache. Donc ils pouvaient de toute manière, s'ils n'étaient pas allaités, consommer de préparations infantiles à base de lait de vache. Et tous les nutriments essentiels sont dans ces préparations parce que, comme on le fait pour les préparations infantiles à base de lait de vache, on rajoute des acides aminés, on rajoute des acides gras, on rajoute des vitamines, etc. pour essayer de reproduire autant que possible le lait maternel. Donc si l'enfant est nourri à base de ça, il n'y a strictement aucun problème. Après, ce que ça montre cet exemple, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un manque d'information très fort pour les familles véganes. Et ce manque d'information, les associations et les militants essayent d'y pallier. Mais le problème essentiel ici, c'est que les professionnels de santé en France n'assurent pas ce travail d'information. En Angleterre, si par exemple vous allez sur le site de la NHS, donc c'est vraiment l'équivalent un petit peu de l'ANSES en Angleterre, il y a des conseils aux mamans et aux parents végétaliens, parce que sinon ce serait considéré comme de la discrimination et ce serait mettre en danger leurs enfants et ses familles. En France, il n'y a pas cette information et il y a beaucoup de gens du coup qui font n'importe quoi, qui consomment par exemple de la B12 dans la spiruline et du coup ça met en danger directement la vie de ces personnes et pour les nourrissons qui sont des êtres bien plus sensibles et fragiles, ça met directement leur vie en danger, ce qui est très problématique. Voilà. À la fin du reportage, je lui ai demandé, vous faites quoi au niveau de la souffrance animale? Ah, mais c'est pas mon problème. Bon, pardon monsieur. Voilà. J'ai vu cet été une naturopathe qui m'a dit de ne surtout pas consommer de soja non fermenté. D'accord pour le miso, le lacto, le tofu, mais surtout pas de soja dans nos crèmes. Ce qui serait intéressant. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Ce que vous pouvez demander d'abord, c'est à votre naturopathe sur quelle étude scientifique elle se base pour dire ça. Parce que malheureusement, c'est ce qu'on trouve pas mal, sans critiquer la naturopathie. On peut douter un petit peu de l'information nutritionnelle scientifique que ces personnes aient reçue dans leur formation. J'ai écrit justement tout un passage, tout un encadré dans mon livre sur le soja qui se base sur un très grand nombre d'études et notamment une méta-étude qui regroupe 50 études scientifiques sur le soja et qui montre qu'il n'y a strictement aucun problème avec le soja. Au contraire, le soja a même des effets bénéfiques sur la santé humaine puisque ces isoflavones ont tendance à nous protéger de certains cancers hormonodépendants comme le cancer du sein notamment. Et que dans les pays où on consomme le plus de soja, par exemple au Japon, le taux de cancer du sein est bien moins élevé que dans les pays où on n'en consomme pas. Justement, en rebondissant là-dessus, alors moi je ne fréquente pas spécialement le milieu vegan, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas dedans. Personne n'est pas. Ce que je me demande, c'est que moi je vois les termes de changements sociaux, la plupart du temps il faut toucher les institutions, il faut toucher les milieux qui vont prodiguer une culture de santé, une culture nutritionnelle, ce dont les gens sont très pauvres dans nos sociétés en général. Par exemple, quand on arrive en première année de médecine à Bordeaux, on voit un programme nutritionnel où il conseille le régime crétois. Le régime crétois, mine de rien, c'est de la viande une fois par mois seulement. Et du poisson, je crois, une fois par semaine. Quand on dit ça aux gens, on dit ça à des gens qui mangent de la viande, parfois à tous les repas, déjà ils vous tirent une tête, on a l'impression, mais là on leur dit, oui, mais c'est la faculté de médecine de Bordeaux qui dit ça, et qui recommande ça dans un cadre de santé. Donc ma question c'est vos réflexions par rapport à est-ce qu'on ne pourrait pas amener le débat sur des choses plus décentrées comme
la santé, comme l'écologie, où on a vu effectivement les vaches, les bovins, c'est un désastre au niveau écologie. Justement, intégrer ça dans la discussion plus générale, en fait, qui toucherait les gens et qui, de différents milieux, et qui éviterait, en fait, des fois des questions justement idiotes, comme celles qu'on subit, quoi, souvent. Mais je crois que c'est ce qu'essayent de faire beaucoup de véganes, beaucoup d'associations animalistes. Je crois que c'est ce qu'essayent de faire, par exemple, L214 avec leur site Vegan Pratique, où ils donnent des conseils pratiques, où ils vont informer sur certaines vitamines, certains nutriments. Moi, toute cette partie, par exemple, sur la santé, je la traite dans mon livre. Je traite également de la question environnementale dans mon livre, pour essayer de déployer certains arguments. Après, moi, la question de l'alimentation végétalienne et de ses bienfaits pour la santé, c'est quelque chose que je n'aime pas trop mettre en avant. Pourquoi ? Parce que j'entends très souvent l'idée que voilà, l'alimentation végane, ce serait l'alimentation idéale pour notre corps humain et que même peut-être il faudrait manger que des produits crus, etc., etc. Et on tombe vite dans un délire un petit peu, je dirais, d'ordre sectaire. Et surtout, ça pose des questions parce que j'entends aussi, voilà, les véganes, ils sont naturellement minces, ils n'ont pas de maladie, ils vont parfaitement bien et tout ça. Non, il faut arrêter, on est super, mais on n'est pas des super-héros non plus. Enfin, on a des maladies, on a des cancers, on attrape quand même des rhumes et puis on meurt quand même à la fin. Donc ça, il faut le garder en tête, il faut faire très attention à ne pas toujours générer ce mythe de l'alimentation idéale. Parce que le risque, c'est que les gens qui se tournent pour des raisons essentiellement de santé vers le végétalisme ou le véganisme, c'est des personnes qui trouvent ça difficile parce que de la même manière qu'on n'arrive pas à tenir un régime sur le long terme, on peut pas, c'est très difficile en général d'essayer constamment de se maintenir à un point inférieur à celui de norme. Parce que au niveau de la motivation vraiment psychologique, on ne tient pas en fait. Et on se rend compte justement que les personnes qui abandonnent le véganisme ou même le végétarisme, c'est très souvent des gens qui n'y sont pas allés pour des questions d'éthique animale, mais qui ont été pour des questions de santé ou même pour la cause écologiste. Parce que, par exemple, pour revenir, par exemple, les gens qui disent moi je ne consomme que de la viande bio, par exemple, pour des raisons environnementales. Mais est-ce que ces personnes ils vont continuer à consommer de la viande bio quand ils vont aller au restaurant? Est-ce que quand ils vont arriver chez leurs amis et regarder les lasagnes, ils vont dire mais est-ce que la viande était bio avant? Moi je ne la mange pas si elle n'est pas bio. Non, ça n'arrive pas. Et on se rend compte que justement quand on ne se fonde pas sur des critères moraux, et sur des critères éthiques, ici, l'engagement est bien plus faible. Donc je pense que bien sûr, on peut parler de la cause environnementale parce que ça touche également aussi directement les animaux, ça touche leur habitat, ça touche beaucoup de choses qui sont liées aux animaux. Mais ce ne sont pas en général des facteurs de motivation suffisants. Et après, pour la question de la santé, on peut très bien ne pas présenter l'alimentation végétalienne comme l'alimentation idéale, mais ça ne nous empêche pas de faire tout un travail d'information sur l'équilibre alimentaire, sur l'équilibre nutritionnel, parce qu'à mon avis, il est extrêmement important pour que les gens aillent vers le véganisme. Le dosage est expliqué, c'est la méthylcobalaminine qu'il faut prendre. Et au niveau du dosage, en fait, moi ce que je conseille, c'est de prendre le complément VegOne qui est proposé par la société Vegan, qui contient d'ailleurs de l'iode, mais qui contient la dose nécessaire pour les adultes en B12. Pour les enfants, il faut en prendre moitié moins, et pour les jeunes enfants en dessous de 2 ans, c'est 1/4 seulement. Voilà, et pour l'iode, il y en a dans les algues, tout simplement. Donc il faut consommer des algues. Il ne faut pas en consommer trop, en fait. Oui, mais alors attention, parce que certaines algues, pas les algues d'eau douce, la colorelle, ça ne marche pas, par exemple. Et parce la spiruline ? La spiruline, si elle est cultivée normalement dans la mer salée, il n'y a pas de souci. Mais et après, il ne faut pas en consommer trop de l'iode, parce que là, c'est un nutriment où si on en consomme trop, ça peut causer des problèmes de santé, notamment des dérèglements de la thyroïde. Donc il faut en consommer un peu. Par exemple, il faut consommer, je dirais, 1 feuille de nori toutes les semaines à peu près. Donc c'est pas énorme, hein, honnêtement. Voilà. Il y avait une autre question qui allait dans le sens... Voilà, oui. Je suis médecin généraliste et je suis venue au véganisme plutôt d'abord pour l'écologie, parce que écologiquement parlant, ça se rapprochait le plus de mes convictions. Et du coup, mes convictions ont évolué aussi
grâce à votre blog, merci. Merci pour le blog, merci pour tout le travail, parce que franchement, dans mon travail aussi, c'est une source d'information et d'innovation. Et moi, je me posais la question des médicaments. C'est quand même, l'industrie pharmaceutique, du coup, moi, je travaille pas directement avec eux, mais pour soigner mes patients, j'en ai besoin. Mais c'est quand même très obscur et j'ai vraiment du mal à trouver des sources d'informations fiables sur ce qu'il y a dans les médicaments et comment traiter les patients. Les médicaments, de manière générale, c'est pas vegan parce que c'est testé sur les animaux. Donc le truc est réglé, mais le truc n'est pas entièrement réglé parce que le véganisme, c'est faire de son mieux, c'est faire essayer autant que possible de diminuer, d'aller contre la souffrance animale et l'exploitation animale. Et tout simplement, quand votre survie est en jeu, quand vous n'avez pas d'autre choix que de prendre des médicaments pour être en bonne santé, pour être un bon ou une bonne végane qui va convaincre son entourage, il faut prendre ces médicaments, il ne faut pas se poser de questions. Bien sûr, quand il y a un petit rhume, on peut peut-être se tourner plutôt vers les huiles essentielles ou la phytothérapie ou autre, mais quand votre santé est en jeu, il ne faut pas hésiter et il faut y aller. Et à côté de ça, il faut essayer autant que possible de promouvoir des alternatives à l'expérimentation animale. Et ça, il y a de plus en plus de scientifiques qui se penchent là-dessus. Il y a l'association Antidote qui bosse là-dessus en Europe. Et il faut se pencher sur ces choses-là. En tant que professionnel de santé, vous pouvez participer à cet effort. Vous pouvez montrer que vous êtes intéressé par des alternatives à l'expérimentation animale et essayer autant que possible d'aller dans cette direction et de faire que la société aille dans cette direction. Voilà. Pourquoi ne pas consommer de miel ? Dans le livre vraiment en détail, pour plusieurs raisons, à la fois d'ordre éthique et environnemental. Éthique, il faut savoir que à l'heure actuelle, le miel que l'on consomme, c'est en général la nourriture des abeilles en hiver. C'est ce qui va leur permettre de tenir. En fait, ça leur fournit des nutriments essentiels. Le miel est très riche en nutriments essentiels. Et pour pouvoir prendre ce miel, on va le remplacer en fait par, la plupart du temps, soit du sucre, soit du sirop de glucose-fructose, qu'on va donner aux abeilles pour l'hiver, qui est bien moins riche en nutriments et qui va affaiblir de manière générale leur santé. Ensuite, pour prendre ce miel, très très souvent, on va enfumer les ruches. C'est quelque chose qui cause d'une part énormément de stress aux abeilles. Il y a beaucoup d'abeilles qui vont mourir dans le processus. Donc éthiquement, ça pose de fortes questions. D'autre part, par exemple, pour avoir des ruches, ce qu'on pratique très souvent, c'est le clippage des reines. Donc on va leur couper les ailes. On va aussi dès que leur rendement va être en baisse, on va les remplacer tout simplement par d'autres reines. Donc c'est à peu près au bout de 1 à 3 ans. Donc elles pourraient vivre plus longuement en conditions normales. Très souvent aussi, on va les inséminer artificiellement. Donc comment est-ce qu'on fait? On va prendre un bourdon mâle et on va le couper en deux et on va lui prélever sa semence pour inséminer les reines mères. D'autre part, la plupart du miel qui est consommé à l'heure actuelle en France, c'est du miel importé. On est à peu près à 60% de miel importé. Pour certains aliments de la ruche, comme la gelée royale, on est à 95% d'importation. La majorité de la gelée royale qu'on consomme en France est produite en Chine. Et très souvent, on est dans des conditions de production qui sont encore moins éthiques, je dirais, que nos petites ruches traditionnelles, entre guillemets, pour les abeilles. Il y a des pays, par exemple, c'est le cas aux États-Unis, où on procède à la migration des ruches, parce que l'hiver, on a une période où les abeilles ne pourraient plus produire de miel, donc on va faire en sorte qu'on change pour qu'elles n'aient pas ce phénomène saisonnier, donc pour que ça soit tout le temps un mode d'été pour elles, donc elles produisent, et bien sûr elles se tuent à la tâche, parce que c'est épuisant pour elles. Et puis aussi, parce que parfois c'est pas rentable de garder des ruches en hiver, on va les brûler tout simplement avec toutes leurs habitantes dedans. Donc ça, c'est pour le point de vue vraiment éthique. Et après, ça pose des questions environnementales aussi. On a très souvent tendance à dire mais il faut promouvoir les abeilles et tout, parce que ça pose des questions énormes. S'il n'y a plus d'abeilles, alors on n'aura plus de plantes, on n'aura plus de céréales, on n'aura plus rien. Alors il faut savoir que l'abeille à miel, donc c'est l'Apis mellifera, c'est un insecte pollinisateur parmi une centaine de milliers d'insectes pollinisateurs qui, eux, ne produisent pas de miel, mais qui pollinisent les cultures.
Et que ce qui se passe, c'est que très souvent, quand on introduit des ruches quelque part, les abeilles vont concurrencer les autres espèces dans cet écosystème existant. Et que par exemple, sur une île en Suède, on a introduit des ruches et des abeilles à miel, et l'espèce de bourdon local qui vivait là depuis des milliers d'années a disparu. A disparu parce que ça crée une concurrence par rapport aux ressources. En plus, les abeilles, elles sont protégées dans leur ruche, donc c'est des espèces qui sont plus résistantes, qui peuvent aller consommer davantage de fleurs, etc., etc. Et donc, ça pose des énormes problèmes de déséquilibre de la faune locale. Et c'est un peu il faut faire très attention hein, quand on promeut les ruches urbaines, les ruches, on va réintroduire des ruches quelque part. Il faut faire attention à ne pas jouer aux deux milieux avec ça parce qu'on peut perturber complètement les écosystèmes et faire disparaître bon nombre d'autres insectes pollinisateurs. Voilà. C'était la dernière question.